Bonjour, c'est l'instant Lovecraft, le 28. Vous connaissez le principe, on a tellement de choses à dire et on les prend chaque fois comme qu'un petit dé à coudre qu'on va selon l'humeur du jour et tout ça. Aujourd'hui, j'avais envie de parler de Lovecraft et les sous. On en fera d'autres. Je suis repris une lettre. On est le 1er août 1924. 2, 3, 4, 5, c'est une lettre plutôt courte, disons 7 ou 8 pages dactylographiées, écrite bien sûr à la tante Lillian, Lovecraft étant à New York depuis quelques mois et la tante Lillian restait à Providence. Ma chère fille, comme ça il s'adresse à sa tante et il dit toujours « Grandpa Theobald, moi le grand-père ». Par contre, il signe très sérieusement « Je suis toujours votre neveu affectionné et dévoué serviteur, H.P.L. » Il y a quoi dans la lettre ? Tu as dû croire que Grandpa Theobald était mort et enterré ? À dire vrai, ce n'était que partiellement. Ah oui, ça fait plusieurs semaines qu'il n'avait pas écrit. Et si Lovecraft passe plusieurs semaines sans écrire à sa tante ou en mettant juste des petites cartes postales comme ça, c'est pas bon signe. C'est à cause de la non-concrétisation de divers projets littéraires. Sonia, son épouse, quand ils se sont mariés, venait de lancer un magasin de chapeaux. C'était vraiment sa partie. En plus, un magasin de chapeaux sur la 5e avenue. Et à ce moment-là, c'est là où sa santé n'était pas brillante à Sonia. Et en Amérique, ça pardonne pas. Donc, alterner 15 jours de soins et puis revenir à la boutique, etc. Tout a capoté, il y avait le loyer, etc. Et là a commencé, je dirais, un petit peu l'enfer pour le couple Lovecraft. Évidemment, en plus, elle avait investi, elle avait mis tout ce qu'elle avait pour lancer ce magasin. Et Lovecraft dit « disastrous collapse », faillite, effondrement désastreux, faillite désastreuse. Comment il dit ça ? « Created something of a shortage in the exchequer ». Ça a fait comme un assèchement du carnet de chèques, tu parles. Mais volonté aussi de ne pas vouloir trop inquiéter la vieille tante. Mais vous savez que pour eux, c'est ça aussi qui va déterminer que Sonia va continuer dans les chats. Plusieurs emplois vont se succéder auprès de grandes chaînes de magasins. Simplement, la rançon, ce sera de partir à Cleveland, puis à Chicago. Est-ce qu'ils partent tous les deux, les jeunes mariés ? Et là, il y aura pour nous ce qui reste un mystère. Lovecraft, qui aurait vraiment pu faire à Chicago, c'est là où sont les éditeurs de Homebrew. Ça aurait pu marcher, Chicago. C'est une ville fascinante, Chicago. Mais c'est pas une ville coloniale, ni Cleveland qui l'effraie parce que c'est une ville au toit plat. Et Lovecraft décide de rester à New York sans Sonia et l'aventure est jouée. Alors, maintenant, c'est à lui qu'il parle. En conséquence de quoi, il s'est mis à chercher un travail. Ben oui, parce que jusque-là, c'est Sonia qui fait bouillir la marmite. Et ça va durer, évidemment, tout le temps. Mais il va faire des efforts. Je cherche même quoi que ce soit qu'on me propose, mais les résultats, ça vient pas vite. Aucun de ces boulots n'est accessible à quelqu'un sans expérience. Et encore... Je raconte qu'une petite partie de ce qu'on a entrepris et qui n'a payé ni l'encre utilisée, ni la semelle des souliers usés. Sauf Newark, vous savez, là où il y a l'aéroport juste en face de New York, derrière la statue de la Liberté. Il a répondu à une publicité, et là, cette fois, il a une annonce, là, cette fois, il a une réponse. On est le mercredi 23 juillet, quand il a rendez-vous à Newark. Il faut l'imaginer, prendre un ferry, traverser, tout ça. Et c'est un organisme dont la mission, c'est de récupérer les impayés. Le patron s'appelle Monsieur Hott, et l'intitulé, c'est « Creditors National Clearing House », les nettoyeurs de crédit. Alors, qu'est-ce qu'il raconte, Monsieur Hott ? Il n'y a pas de salaire dans ce travail. Il y a une commission sur les sommes que le démarcheur va récupérer.
Premier truc. Deuxième chose, d'abord tu te débrouilles. C'est toi qui vas trouver les rues, les commerçants et tout ça. Au bout de 3 mois, quand ça commencera à marcher, alors on te donnera un territoire. Pour l'instant, essaye où tu veux. Et en contrepartie, waouh, le truc officiel, on ne vous laisse pas arriver les mains vides, on vous donne une petite mallette de cuir. Et dans la petite mallette, il y a tous les papiers, il y a tous les livres. Et si on déballe la mallette, on lève le couvercle, on montre les papiers, on montre les textes de loi, etc. Ça, on impose. C'est parce que vous avez... C'est tout ce qui consent à faire, monsieur Hutt. On vous prête une mallette, il faudra la rendre. Hein. Ça va durer une semaine, notre affaire. Le samedi 26 juillet 1924, première réunion avec les vétérans, ceux qui font ce boulot-là depuis longtemps et qui savent comment s'y prendre, les nouveaux représentants. Et là, il fait la connaissance de celui qui va être son chef immédiat, qui s'appelle William J. Bristol. Et Lovecraft, qui est toujours très à cheval là-dessus, dit que M. Bristol est d'origine levantine. On apprend un petit détail rigolo. La première contribution de Lovecraft au nettoyeur de crédit, il va demander que soient apportées quelques corrections sur les documents qui comportent des imprécisions syntaxiques et on va le remarquer favorablement pour cela. Ils ont dû se dire, putain, il est timbré ce mec, mais c'est pas grave. Il y avait des fautes de grammaire dans leurs arguments de vente. Alors, simplement, on est lundi. Et le lundi, il faut bien commencer. Lovecraft, il prend sa valise, il prend son imperméable, il a ciré ses chaussures, et là commence A fruitless and exhausting day. Une journée qui a servi à rien. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est bredouille. C'est un des vétérans, ou Bristol lui-même, qui lui a suggéré de commencer plutôt par les détaillants de son quartier. C'est-à-dire, le commerçant, il doit du fric. Le nettoyeur de crédit est au courant de l'affaire et se porte soit rachète le crédit, je ne sais pas comment le détail du truc, et Lovecraft, je pense qu'il y comprendra trop peu pour nous l'expliquer bien. En tout cas, il ne le raconte pas à sa tante. En tout cas, je pense qu'il récupère les informations auprès des grossistes. Et là, le pauvre démarcheur avec sa petite valise, il arrive. Et ce qu'on a conseillé à Lovecraft, c'est dire, dans ton quartier, on connaît ta tête, on sait que ce gars, ça peut être des emmerdes, on sait que ça peut être le bouche à oreille, le porte-à-porte. Donc si tu commences par rentrer dans les magasins de ton quartier, il y a peut-être un peu plus de chance. Simplement, alors Lovecraft, il a même quelque chose qui nous ferait un petit peu rire quand il raconte ça à sa tante. Quelques-uns ont accepté que je leur laisse le prospectus. C'est-à-dire, il dit aussi qu'il avait commencé, c'était marrant aussi, enfin marrant, je sais pas, excusez-moi, par les opticiens, les marchands de lunettes. Et est-ce qu'on se sent plus en affinité? Est-ce que c'est censé être des gens moins brutaux pour lui? Et puis imaginez qu'on vient là pour vous dire on va s'occuper de vos dettes et tout ça, mais non, le gars à un moment donné, laissez-moi votre papier, bon débarras et tout ça. Jusqu'au jeudi, il n'a rien récupéré. Ça s'enchaîne les jours, matin au soir, la valise est entrée, et se présenter et tout ça. Il faut que j'avance. Lovecraft, en même temps, ça marche pas. Qu'est-ce que fait le nettoyeur de crédit? Il dit, on va vous mettre à deux, tu vas te former un petit peu. On met un vieux avec un jeune, et donc c'est là où il se retrouve avec son chef direct, ce Bristol le Levantin. Et là, le soir, Bristol lui casse la baraque. Lui dit, tu comprends, un travail comme toi, un travail comme ça, pourquoi ce n'est pas fait pour toi? Enfin bon, avec le vouvoiement et toutes les formes d'usage, évidemment. Il dit, comment dit Lovecraft à sa tante, un travail comme cela n'est pas fait pour un gentleman respectable. Il dit, on croise trop de gens peu recommandables et on doit entrer dans leur jeu. Si on n'a pas assez de magnétisme, on doit tenter l'autre manière, être collant. Ça, c'est la stratégie du Bristol. Je reste là tout l'après-midi, s'il faut. Et puis, il dit à Lovecraft, on doit parfois enfreindre les règles de bonne conduite. Franchement, la façon dont Lovecraft retransmet ça à sa tante, vous voyez que vous croyez que c'est la phrase que lui a dite le Bristol. Allez. Par contre, il y a un truc qui est alors
là, par contre, qu'on peut partager le petit sourire. Ce Bristol, lui aussi, il en a marre. Donc il dit à Lovecraft, écoute, rends la valise, ce truc, vraiment, c'est pas pour toi. Et Lovecraft ne demande qu'à se laisser convaincre. Par contre, il lui dit que lui, il veut plaquer cette boîte parce que maintenant, avec les 3 sous qu'il a mis de côté, il va faire sa propre petite compagnie d'assurance. Et il lui dit, je vais avoir des tas de lettres à écrire et je voudrais que ce soit de belles lettres. Est-ce que vous pouvez me donner des cours pour écrire de belles lettres et faire des modèles de lettres? Bon, Lovecraft, mais franchement, il ne va pas se faire payer. Ce Bristol lui a donné de bons conseils. Il va se faire rémunérer aussi en bons conseils à Bristol. C'est fini. La même semaine, Sonia est recrutée par un chapelier en gros, une grande marque de chapeaux new-yorkaise qui s'appelle The Brookface Millinery. Alors, on va sortir de la galère, vous croyez? Simplement, le deuxième jour, c'est toujours dans cette lettre du 1er août 1924, j'ai vu le manuscrit à la John Hay Library de Providence. Tous les jours, j'avais cette grosse liasse comme ça des lettres de New York. Bon, c'est très important. Et dans ce très beau livre de S.T. Yoshi, des lettres de New York, c'est fiable, c'est fidèle, évidemment. C'est du Yoshi. Simplement, il a souvent élagué un petit peu les choses qui lui semblaient monotones ou ennuyeuses, ou en tout cas être simplement du quotidien, du courant. Et c'est pour ça que moi, tous les jours, j'ai relu ces choses-là et que j'ai pris autant de notes que je pouvais. Ce qui se passe chez ce Brookface Millinery, c'est qu'on demande à Sonia, est-ce que vous avez une liste à vous de vos anciens clients? Peut-être on pourrait l'intégrer dans notre fichier. La brave Sonia se méfie pas, leur donne tous les clients qu'elle avait notés dans son premier emploi chez un concurrent direct, puis ensuite, donc quand elle s'était mise à son compte, mais oui, elle a un carnet d'adresses, et à peine elle a donné ce carnet d'adresses que chez Brookface, on lui dit vous comprenez, vous faites pas trop l'affaire, c'est la liste qu'il voulait, et rien que ça. Such is modern business, dit Lovecraft. C'est comme ça, les affaires, aujourd'hui. Simplement, qu'est-ce qu'ils ont à payer? Ils ont un loyer en retard. À l'épicerie, c'est une note. La ressource de Lovecraft, ce mois-ci, c'est comme ça qu'on découvre que de tout l'héritage du grand-père Phillips, il y a une copropriété, sur cette copropriété de logement, ils reçoivent, lui et ses 2 tantes, 2 fois par an, un chèque. Voilà ce qui reste de l'argent familial. Vous savez de combien il est, le chèque? 37$. 2 fois par an, il recevra 37$. Le loyer, c'est 40$. Le loyer, un peu plus tard, à Clinton Street, le studio qu'il aura tout seul. C'est juste pour donner l'ordre de grandeur. Alors, on s'arrête? Ouais, on s'arrête juste sur comment il va se consoler, Lovecraft, maintenant qu'il a osé écrire à sa tante et lui raconter ce que ça a été, sa semaine de récupération des impayés. Let me drown my worries in watered ink, or the clatter of Remington keys. Excusez la prononciation, hein. Je me sens bête, hein. Mais c'est pas grave. Laissez-moi sombrer dans l'encre à écrire et le clavier de ma Remington. Là, ça marche un peu mieux si on se dit ça en français. Noyer ses soucis dans la bouteille d'encre et les touches de la Remington. Dans le bazar qu'on vit, dans ce qui dégringole, dans ce qui s'écroule, dans tout ce qui se casse la gueule partout autour de nous, dans la façon dont est traitée l'écriture, la culture, le boulot qu'on fait, pour les vieux cons comme moi, c'est pas facile, on en bave, mais bon, on a du vieux cuir, des beaux t-shirts, et c'est solide. Mais pour les jeunes qui attaquent aujourd'hui, je crois que justement, ce qui est formidable dans cette façon de Lovecraft d'écrire tous les jours, dans cette ville de New York, dans cette condition comme ça, qui est celle déjà de notre modernité, tous azimuts, l'auteur et l'argent, quand on n'a pas
l'argent de famille d'un Flaubert ou d'un Marcel Proust, qu'on est plutôt comme Louis-Ferdinand Céline, avec d'ailleurs beaucoup d'autres points communs, peut-être que ça fait du bien de l'embrasser un peu fraternellement, notre Howard et ses tentatives pour gagner de l'argent. On va en parler d'autres. La prochaine fois, c'est le 29, ce sera autre chose, mais il y en aura d'autres. Merci les gens. Ciao.